Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Quarantième vendredi de manifestation en Algérie, on entend le peuple veut la chute de Gaïd Salah à quelques jours de l'élection algérienne et alors que les Algériens sont donc dans la rue, que demande le peuple? Comment l'Algérie peut-elle sortir de l'impasse et qu'attendre du 12 décembre? Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'historien et arabisant Jean-Pierre Filiu. Bonjour. Bonjour. Vous publiez l'ouvrage Algérie, une nouvelle indépendance aux éditions du Seuil. Les manifestations ne cessent pas. Que demande aujourd'hui ce peuple qui est dans la rue, Jean-Pierre? Effectivement, c'est la nouvelle indépendance. Ils le disent de manière très claire, très consciente, très réfléchie. 1962, ça a été l'indépendance du territoire, après une guerre effroyable de libération contre le colonialisme français. Immédiatement, il y a eu détournement de cette indépendance par une clique militaire, ce qu'on appelle l'armée des frontières, qui est venue du Maroc et de Tunisie et qui a écrasé la résistance intérieure et jeté les bases du régime militaire toujours en place. Alors 2019, ils veulent l'indépendance du peuple. Ils veulent que, une fois pour toutes, leur droit à l'autodétermination, qui a été dénié par ceux-là même qui prétendaient les avoir libérés, soit reconnu. Et alors justement, où en est-on par rapport à cette demande? Le pouvoir algérien est particulièrement opaque. Qu'est-ce que l'on peut dire, Jean-Pierre Filiu, sur le fonctionnement de ce pouvoir et sur ses véritables velléités de changement? Les Algériens ont employé une expression pour décrire ceux qui les dirigent, ce sont les décideurs. Alors, ce terme un peu euphémistique renvoie en fait à la réalité euh, d'une clique militaire qui n'a jamais rendu de compte au pouvoir civil. Pendant les 20 ans que Bouteflika est demeuré à la présidence, jusqu'à ce que la contestation obtienne sa démission en avril dernier, les décideurs étaient dans une situation presque idéale. Bouteflika occupait le terrain avec ses caprices, ses maladies, ses trafics, et eux, derrière, géraient le pays. Mhm. Et là, en fait, ils se retrouvent confrontés à la fin des masques. Ils ont été obligés de sacrifier Bouteflika sous la pression populaire. Le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, n'avait un mandat que de 90 jours pour organiser la succession. Il en a été incapable parce que les décideurs ont placé la barre trop haut. Ils voulaient restaurer purement et simplement le statu quo. Et ça, les Algériennes et les Algériens ne le supportent plus. Donc on a un vrai bras de fer, mais dans ce bras de fer où les décideurs croient détenir l'ensemble des attributs du pouvoir, et le pouvoir militaire, le pouvoir de la répression, ils l'ont, il n'y a aucun doute. Mais dans ce bras de fer, la population a remporté la victoire symbolique. Elle s'est réappropriée le 5 juillet, la fête nationale de l'indépendance, le 1er novembre, l'anniversaire du déclenchement de la lutte de libération en 1954, tout cela en refusant le scrutin que veut lui organiser, si j'ose dire, à l'ancienne, le régime toujours en place. Jean-Pierre Filiu, vous publiez donc aujourd'hui Algérie, une nouvelle indépendance aux éditions du Seuil. Vous êtes également un spécialiste de la Syrie. Quels sont les risques qu'il y ait en Algérie une évolution à la syrienne, puisque la guerre civile en Syrie a débuté parce qu'il y avait une révolution? Une révolution pacifique, et d'ailleurs le même slogan, Silmiya, Silmiya, pacifique, pacifique, a retenti dès le début de la contestation algérienne le 22 février dernier. Ce qui est extraordinaire, c'est que 9 mois plus tard, la discipline collective est restée impressionnante. On parle de centaines de milliers de manifestants au moins tous les vendredis dans des dizaines de villes du pays. Pour les dates symboliques que j'évoquais, on dépasse certainement les millions, avec une absence d'incidents, un sens des responsabilités, un refus des provocations policières
qui est impressionnant. Il est évident que les Algériens ont appris des éléments les plus tragiques à la fois de leur propre histoire. On pense à la décennie noire contre le terrorisme dans les années 90, mais aussi aux échecs des expériences arabes, la Syrie, vous l'avez évoqué, mais aussi l'Égypte. Ils n'ont aucune envie que, de même que Moubarak a été remplacé par Morsi, qui a été remplacé par Sisi, on remplace Bouteflika par Ben Salah, puis après par je ne sais qui. Au fond, ils se moquent de qui sera leur prochain président. Ils veulent, une fois pour toutes, reprendre leur destin en main en remettant à plat ce système qui les a tellement marginalisés. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher l'Algérie de devenir une autre Syrie, une autre Égypte, puisque finalement, il n'y a que la révolution tunisienne qui a donné véritablement naissance à une démocratie, Jean-Pierre Fidu. Une transition démocratique, en effet. Je crois que le principal atout de l'Algérie, on dit souvent que c'est son pétrole, ses ressources formidables en hydrocarbures, je crois plutôt que c'est l'extraordinaire patriotisme du peuple algérien. Et on voit bien que durant les 9 mois écoulés, eh bien, la population, ce qu'on appelle le hirak, le mouvement, cette remise en mouvement de la société algérienne après des années d'apparente léthargie, elle est arrivée à reprendre les symboles et l'énergie formidable du patriotisme algérien, et elle l'oppose au régime qui, jusqu'à présent, avait un discours relativement bien rodé. Nous sommes les héritiers de la guerre de libération, c'était faux. En fait, ils étaient les héritiers de ceux qui avaient éliminé les héros de la guerre de libération. Mais bon, ça marchait depuis un demi-siècle, et donc on opposait à toute contestation ce tabou de la lutte anti-française. Et bien là, maintenant, ils disent, les vrais patriotes, c'est nous. Les défenseurs de l'Algérie, de son peuple, de son honneur, de son avenir, c'est nous. Ils l'ont fait de manière non violente et ils ont obligé les militaires, qui jusqu'à présent avaient une façade civile très confortable pour eux, à tomber le masque et à s'afficher comme les maîtres qu'ils sont du pays. Ce que vous expliquez, Jean-Pierre Fidu, c'est que le fléau algérien, c'était la corruption qui était une mainmise d'un clan sur les ressources du pays, sur l'import-export, avec aujourd'hui des jugements. Qu'est-ce qui signifient ces jugements? Est-ce qu'ils signifient que tous ceux qui ont été corrompus, qui ont fabriqué ce système, sont aujourd'hui en passe d'être jugés, ou bien qu'il y a des règlements de compte à l'intérieur des décideurs? Alors il y a un terme très populaire en Algérie, c'est Arasab, c'est la bande, la bande de type mafieux. Donc chacun accuse l'autre d'être la bande. La bande, c'est l'autre. Donc on a évidemment un règlement de compte entre Gaïd Salah, donc chef d'état-major, pas vraiment l'homme du renouveau, il est là depuis une quinzaine d'années, et malgré son titre officiel, il n'est que vice-ministre. En fait, c'est lui qui gère le pays et qui donne entre autres le tempo de ces purges, qui ont touché aussi bien des anciens premiers ministres que des grands patrons, que des généraux à la retraite. On fait très attention chez les décideurs à ne jamais mettre en cause des généraux d'active. Pourquoi? Parce que là aussi, ça provoquerait des tensions à l'intérieur des dits décideurs. Donc il y a toute une série de règles non décrites. Et en même temps, on a eu un procès qu'on annonçait retentissant. Le frère du président déchu Bouteflika, 2 anciens chefs de la sécurité militaire. Lequel frère était accusé d'être le vrai président? En tout cas, monsieur 10%, monsieur frère, monsieur appelez-le comme on veut, c'est-à-dire l'intermédiaire obligé pour tous les grands contrats. De là à dire qu'il avait un pouvoir politique, j'en doute, mais un pouvoir de préemption, certainement. Ce procès s'est déroulé à Blida, dans un tribunal militaire, a été totalement bâclé avec des sentences qui ont été proclamées dans la foulée. Donc on voit bien que même dans ces purges, le régime refuse absolument que toute la lumière soit faite, car il est évident qu'un tel degré de corruption impliquait des complicités sans doute aujourd'hui actives. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand en 2011, Ben Ali est renversé en Tunisie, l'Algérie trouve en quelques semaines 30 milliards d'euros, vous m'avez entendu, 30 milliards d'euros,
pour redistribuer à différentes couches de la population et ainsi littéralement acheter la paix sociale. Ça veut dire que l'argent, il Mhm. coule, il est colossal, mais que les circuits de détournement sont tels, et la plupart des décideurs militaires ont aujourd'hui des histoires assez croustillantes qui circulent sur leurs différents trafics. Et donc, ce que veulent les manifestants, c'est le refus de ce qu'ils appellent l'alternance clanique. Ils veulent, une fois pour toutes, la transparence et que les ressources de leur pays ne soient plus dilapidées. Et oui, parce que vous décrivez, Jean-Pierre Philu, dans Algérie, une nouvelle indépendance, un pays qui est, somme toute, ruiné alors qu'il a d'énormes trésors, notamment dans son sous-sol, mais pas uniquement. Un pays qui est ruiné, dont le peuple est, pour ainsi dire, surnuméraire. C'est-à-dire, on considère que finalement, si les décideurs pouvaient décider entre eux sans qu'il y ait un peuple, ça serait mieux pour l'Algérie. Ah bon, on voit bien, c'est même caricatural, hein. Gaïd Salah, donc le chef d'état-major, en septembre dernier, il annonce que les élections auront lieu avant la fin de l'année. Et donc le premier conseil des ministres de l'après-Bouteflika se tient. Le Parlement, les deux chambres du Parlement se réunissent un vendredi, jour de congé, pour permettre que, en quelques jours, les ordres du chef d'état-major soient exécutés et que le président par intérim puisse annoncer des élections au 12 décembre. Le même chef d'état-major annonce dans la foulée que la participation sera massive. On croit rêver si ce n'était pas aussi grotesque et sinistre. Les barbus en embuscade, c'est l'un des risques que vous pointez dans votre livre. Là aussi, cela fait partie des scénarios. L'Algérie a eu une période de guerre civile intense avec un risque profond de prise du pouvoir par ces barbus. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il faut revenir sur les conditions de sortie de la décennie noire, hein, donc ces années 90, où sans doute 200 000 personnes ont perdu la vie, avec des milliers de disparus, des horreurs atroces. Et pour sortir de ce traumatisme, ben déjà, les décideurs, donc les militaires qui avaient été aux commandes pendant ces années terribles, plutôt que de s'adresser à un jeune talent, un patriote, eh bien, ils ont regardé dans le rétroviseur, ils ont fait revenir Bouteflika de son exil à Abu Dhabi, où il était depuis 18 ans. Bon, c'était pas vraiment la personnalité qui pouvait incarner le futur, mais il leur convenait. Mais ils ont en même temps mis en place un système d'amnistie et d'amnésie qui a permis à ce qu'on appelait pudiquement les repentis, c'est-à-dire des anciens insurgés islamistes, de se reconvertir, parfois avec profit, d'être littéralement recyclés dans le système. Mhm. Donc le fait qu'aujourd'hui les islamistes n'apparaissent plus comme une alternative les a beaucoup décrédibilisés. En outre, dans les marches, quand ils sont présents, ils le sont assez discrètement, et chaque fois qu'ils ont voulu organiser des prières collectives, ils ont été littéralement encerclés par un cordon sanitaire des autres manifestants pour qu'ils n'arrivent pas à récupérer le mouvement. Alors, ce qui est certain, c'est qu'un des scénarios du régime, s'il veut s'entêter à ne rien concéder, c'est d'agiter l'épouvantail islamiste. Il en a différentes possibilités. Par le passé, il n'a pas hésité à jouer à cette politique du pire. Mais aujourd'hui, le rapport de force dans la société leur est très défavorable, même s'il faudrait se garder de nier leur existence, de nier ce courant qui est important, même si je crois qu'il est minoritaire, voire très Mais minoritaire. alors, comment vous expliquez justement ce basculement? Enfin, si vous considérez qu'il y en a eu un, et il y a eu la décennie noire. Est-ce que c'est cela qui a vacciné les Algériens de toute prise du pouvoir par les religieux? Parce que on raconte aussi qu'il y a une observance religieuse qui est en forte croissance Mhm. en Algérie, qu'il y a quasiment aucune femme qui n'est pas voilée dans les rues. Qu'en est-il? Enfin, dans les marches, les femmes voilées côtoient de manière très fluide les femmes qui ne le sont pas. Donc, mais
il faut voir que tous ces régimes qu'on a présentés à l'étranger, Bouteflika le premier, comme des garants contre l'islamisme, ont en fait totalement pactisé avec les salafistes pour acheter la paix sociale. La paix sociale, c'était les pétrodollars et les barbus. Et ils leur ont confié des dizaines, voire des centaines de mosquées. Et ce qui est frappant, c'est que dans le mouvement, cette carte blanche qui avait été donnée par le régime aux obscurantistes n'apparaît pas. Et alors que le mouvement est révélateur de tendances très contrastées de la société algérienne, voilée, pas voilée, observant, pas observant. Il y a ceux qui sortent de la prière du vendredi pour aller manifester, ceux qui arrivent de chez eux directement, sans être passés par la case mosquée, ceux qui invoquent, je le décrit en détail dans le livre, différents éléments structurants de l'islam algérien, pour mener de front à la fois leur identité algérienne et leurs pratiques islamiques. Mais à ce stade, aucun incident, 9 mois, des millions, voire des dizaines de millions de femmes et d'hommes cumulés dans la rue depuis 9 mois, aucun incident à regretter de ce type. C'est quand même impressionnant. Mais il faut rester vigilant. D'ailleurs, les Algériens sont très vigilants. Et quelle alternance? Parce que là aussi, Jean-Pierre Fidu, c'est un régime qui était un régime absolu, qui n'organisait pas de discussion et de conversation nationale politique. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'alternative possible, ou en tout cas celle-ci est à construire. Comment imaginer qu'elle puisse, d'ici au 12 décembre, avoir véritablement une assise, avoir des alternatives à offrir en Algérie? Son assise est déjà là et elle est extraordinaire. On ne peut pas imaginer organiser et discipliner des millions de personnes sans avoir une crédibilité. Alors aujourd'hui, on est dans la phase où cette crédibilité, cette structure se consolide, mais où en même temps le régime voudrait forcer l'émergence de telle ou telle tête pour pouvoir immédiatement la couper ou l'emprisonner. C'est-à-dire que tous les noms qui ont été cités comme animateurs de la contestation sont dans leur majorité en prison. Donc le mouvement doit aussi se protéger. Il est évident que si on arrive, et ça me paraît le plus sûr, vu le patriotisme partagé des Algériens, à un dialogue enfin effectif, on trouvera très naturellement des interlocuteurs de part et d'autre. Mais aujourd'hui, la contestation se veut avant tout collégiale, enracinée dans le pays, inscrite dans la durée, dans l'attente de ce déclic qui ne peut venir que d'en haut, d'une ouverture enfin sincère au dialogue. Jean-Pierre Fidu, Algérie, une nouvelle indépendance. C'est votre livre aux éditions du Seuil, un livre qui évoque la situation de l'Algérie aujourd'hui.